Le business du sport. Les compteurs avec Sacha Gavani. Bienvenue dans ce 8e épisode déjà du podcast Les Compteurs de cette 2e saison. FX Bénard, toujours accompagné de Sacha Gavami. Salut Sacha. Salut FX. Après 2 semaines de pause, Oui. Première question, comment s'est passé ton voyage de golf au Utah? Ouais, c'était un beau voyage qu'on avait booké depuis, depuis octobre-novembre. Et c'était vraiment, vraiment le fun. Pour vrai, pour ceux qui aiment le golf comme moi qui j'aime ça faire un voyage de golf par année, le Utah, Nevada, là, l'espèce de les terrains à la frontière, là, ça vaut vraiment la peine. Puis on avait été en Arizona l'année d'avant. Ouais. Et cette année, on a décidé de faire Utah, Nevada. Et ça n'a vraiment pas déçu. Là. Ça vaut vraiment la peine. OK, la question qui tue. As-tu préféré l'Arizona ou t'as préféré le Utah? Ouais, j'ai pensé à ça. Je pense que en termes de paysage, comme de vue, Utah, Nevada, c'est tough à battre. Tu as les montagnes rouges en arrière, c'était vraiment, vraiment beau. Là. Il y a des terrains comme Wolf Creek, genre tu joues, tu es en élévation, fait que tu vois plein de montagnes. Je pense, je donnerais un avantage un peu à l'Arizona pour la qualité des verts, surtout. Comme les greens en Arizona sont parfaits. La vitesse est rapide, c'est difficile. Utah, ça dépendait des terrains. Je pense que la météo l'impacte plus. Ils vivent plus un hiver qu'en Arizona. Ouais. Fait qu'en mois d'avril, tu sais, il commençait à faire plus chaud. Il faisait comme 25-26, mais les semaines d'avant, il faisait 10-12. Parce qu'en Arizona, en février, il fait 30. Là. C'est déjà plus beau qu'au Québec, je pense, Ouais, il y a 2 exact, semaines. Là. Mais là, ça commence à se réchauffer. Il commence à Ouais. avoir du beau temps, heureusement. Là. Ouais. Mais juste avant d'enchaîner, je veux remercier toutes les personnes qui nous écoutent Oui. au podcast via YouTube. Le dernier podcast, c'était il y a 2 semaines, mais on parlait de l'arrivée d'Ivan Demidov à Montréal et on a complètement explosé le nombre de visionnements Vraiment. qu'on avait sur nos podcasts. On avait 3200 personnes, ce qui est très bon. On vous remercie pour ça. Ouais. Chaque semaine, on tente de toujours faire du meilleur contenu pour vous, parler du Canadien de Montréal. En plus, les sujets, c'est pas ça qui manque en ce moment avec ce qui se passe à Montréal, mais on veut vous remercier pour ça. C'est super apprécié. Non, c'était vraiment cool. Puis n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Là. J'en ai vu quelques-uns lors du dernier podcast encore. Si vous avez des questions ou peu importe, Sacha ou moi, on va répondre avec plaisir. Avant même de parler de ce qui se passe avec Ivan Demidov dans ses débuts de séries éliminatoires, avant même de parler d'autres sujets comme Patrick Laine blessé, là on parle de rachat de contrat, etc., je veux te parler de ce que tu vis en ce moment avec le Canadien qui est en série. Le buzz que ça fait autant pour toi que pour les gens autour de toi. Comment tu vis cette première présence en série pour le Canadien devant une salle comble pour la première fois depuis 2017? Parce qu'il y a eu la finale de la Coupe durant la pandémie, mais là, de voir toute l'ambiance au Centre Bell, de voir les rassemblements au centre-ville, les personnes qui se rassemblent avec des chums pour écouter des matchs, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça, puis je sens que ça fait énormément de bien à tout le monde. Ça fait vraiment du bien, je pense, pour les gens d'avoir cet échappatoire-là, d'avoir un événement dans lequel ils peuvent se réunir. Moi, avec mes chums, on se réunit les 2 derniers matchs chez un de nos amis, qui c'était un peu la tradition. Et on a vraiment beaucoup de plaisir. Quand tu vois les images de Montréal, le Centre Bell, quand tu vas sur X puis tu vois les commentaires de médias américains, c'est comme « qu'est-ce qui se passe à Montréal ?» Tu sais, il y a quelques épisodes, on parlait de la culture. Tu sais, je parlais de comment la Canadien est en train de changer la culture, mais ce qu'ils sont en train de faire aussi présentement, c'est de montrer comment... de rappeler aux gens, parce que c'est pas nouveau, mais qu'on est vraiment une bonne ville de hockey puis qui supporte notre équipe. Puis quand tu vois, mettons, il y a Pardon My Take, le gros podcast aux États-Unis. Exact, j'ai vu ça. Puis qu'eux autres, c'est 2 fans des Capitals qui sont montés. Puis ils ont dit en entrevue hier, ils ont dit j'espère vraiment que Capitals finissent en 5 parce que je veux pas retourner là. Ils disent c'est la meilleure ambiance sportive que j'ai vécue dans tous les sports. Oui, je pense que même ces 2 gars-là avaient déjà vécu des ambiances universitaires aux États-Unis. Parce qu'au football universitaire aux États-Unis, c'est gros ce qui se passe toujours année après année. Là. Puis un compliment que moi je trouve qui est sous-estimé, mais ils disent les partisans comprennent le hockey. Ils disaient les subtilités d'un match, comme un bon jeu défensif, des choses que pour un fan un peu qui observe moins le hockey, est moins, tu peux moins le remarquer qu'un but ou une passe ou une grosse mise en échec. Fait que ça les a beaucoup impressionnés. Fait que moi, je trouve que l'expérience que ça donne aux jeunes, évidemment, on tourne mardi, le Canadien joue mercredi. Je souhaite de tout cœur qu'ils ramènent ça au moins un match 6 à Montréal, revivre une ambiance au Centre Bell en série.
Mais même si ça finit en 5, l'expérience que les joueurs auront pris, le fait d'avoir gagné un match en série aussi à la maison, d'avoir vécu ça, ça va donner beaucoup d'optimisme. Puis je pense qu'on va en parler, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains épisodes, comment cette saison et cette run en série change les plans de l'état-major, ou est-ce qu'elle le change tout court? Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions à se poser, puis c'est des questions de fun là, à se poser aussi. 2 choses à dire. La première, quand tu parles de comment les partisans connaissent le hockey au Centre Bell, on a juste à revenir au match de dimanche quand le Canadien a écoulé le 5 contre 3, l'acclamation de la foule, à quel point on a applaudi dans les estrades. Par la suite, le Canadien a un avantage numérique, a marqué, mais tu vois à quel point la foule connaît son hockey, puis la foule sait qu'un 5 contre 3 de cette manière-là, où tu n'accordes pas de but aux Capitals de Washington, c'est gros, là, tu comprends? Alors, la foule connaît son hockey, puis je suis tellement d'accord avec toi sur la culture de l'organisation. Et juste petite statistique aussi, là, le Canadien est l'équipe la plus jeune en termes de moyenne d'âge à participer aux séries dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, avec une moyenne d'âge en dessous de 26 ans. Ben, ça, c'est du jamais vu dans la Ligue nationale. Mais le powerplay dimanche, j'ai fait le calcul. Ouais, la moyenne d'âge. J'ai vu le tableau, j'ai sorti ma calculatrice, je les ai additionnés, 22 ans. 22 ans la moyenne d'âge. Le powerplay, c'est 22 ans. Si je me rappelle bien, c'était Slav, Caulfield, Suzuki, Hudson puis Demidov. Voilà. Fait que tu dis... le plus vieux, c'est Suzuki à 25, va avoir 26 cet été, mais c'est le plus vieux de l'avantage numérique. Là. C'est incroyable. Fait que, en tout cas, moi, ça m'impressionne. Puis, tu sais, on verra comment la série se termine. On souhaite que le Canadien gagne en 7. J'y crois encore. Moi, personnellement, j'étais un fan à la base, fait que j'y crois. Je pense que les Canadiens, quand ils sont revenus de l'arrière dans les séries, contre Boston, contre Washington, contre Pittsburgh, déjà fait. ils l'ont fait. C'était souvent du 3-1. C'est rare que le Canadien était 2-2 dans des séries dans les années récentes. Du moins, c'est mon souvenir, celles qui ont remonté. Exact. Mais tout ça pour dire que l'expérience qu'ils sont en train d'acquérir, ça vaut de l'or. Puis on voit les joueurs performer. Demidov, dernier match, a été super bon sur le powerplay. Il commence à trouver un peu ses ailes sur le 5 contre 5. Je pense que Slav commence à se dégainer un peu aussi en série. Fait Anderson, c'est pas un jeune, mais c'est incroyable ce qu'il démontre. Je pense qu'on l'a pas échangé. Ah non, mais les gens voulaient on parlait de rachat. Rappelle-toi, on posait les questions. Lequel rachat, Gallagher ou Anderson? En ce moment, les deux gars jouent du gros hockey, surtout Anderson. Surtout Anderson qui joue du méchant gros hockey. Le match de vendredi était possiblement le meilleur match de hockey que j'ai regardé dans les 5-6 dernières années. Oui, le match de vendredi, c'était... Il y avait tout dans ce match-là. Il y avait les blessures aux 2 gardiens de but. Il y avait ce qui s'est passé en fin de deuxième période au banc des Capitals. Le nombre de buts qui ont été marqués dans ce match-là, il y avait tout de l'allure de... Voyons, je peux pas croire ce qui arrive. Dans un match où la foule était complètement... C'était incroyable ce qu'on a vécu vendredi au Centre Bell. Si tu veux amener des nouveaux fans de hockey à regarder, puis tu veux leur montrer un match pour dire, voici, tu vas trouver tout ce que dans le hockey, tu vas le retrouver, c'est le match de vendredi. C'est le match de vendredi. Tout, comme tu dis. Fait que, tant mieux, c'est le fun pour tout le monde de vivre ça. Puis j'ai vécu l'expérience dimanche. Je voulais aller voir ça ressemblait à quoi le rassemblement au centre-ville, là, puis tout ça. Alors, je suis arrivé 2 heures à l'avance. Puis, tu sais, c'était pas encore rempli à ce moment-là ou peu importe, mais il y avait encore beaucoup de monde déjà d'arriver. Puis c'est fou à quel point Puis ce que j'ai remarqué, c'est que la moyenne d'âge de personnes qui étaient présentes au rassemblement du Centre Bell, était très basse. C'était beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas vécu nécessairement ce qui s'est passé dans les années... évidemment, les conquêtes consécutives des années 70, qui n'ont pas vécu les conquêtes de 86, 93. J'ai l'impression que ce qu'on veut en ce moment, c'est un jeune noyau de joueurs talentueux, qui va être bon pour les 7, 8, 9 prochaines années, qui n'aurait pas dû se ramasser là de toute façon en séries éliminatoires qu'il l'est. Et tout ce groupe de partisans-là qui vit cette expérience de séries éliminatoires-là, cette année, vont le vivre dans les prochaines années dans un club qui va être de plus en plus compétitif. Et c'est là que je pense que les attentes vont changer. Tu sais, cette année, il y a eu beaucoup l'effet de l'équipe Cendrillon un peu. Pas d'attente. Ah, c'est le fun, on est content d'être là. Maintenant que tu le vis une fois, l'année d'après, tu peux pas revenir avec une mentalité de hey, on va juste être on va essayer de faire les séries, on va être dans le mix, puis si on fait les séries, tant mieux. Je pense qu'il faut encore avoir, de façon réaliste, une participation en série l'année prochaine serait un gros résultat. Mais c'est là que j'ai hâte de voir comment l'organisation va adapter, parce que si tu regardes objectivement,
amène un centre de deuxième trio dans cette équipe-là. Puis peut-être, on en parlera, on va parler de la construction de l'équipe. Ouais. Comment tu gères le dossier liné? Comment tu gères ta profondeur? Parce que je pense que le Canadien, cette année, a été quand même chanceux au niveau des blessures. Elle a été épargnée au niveau des blessures pas mal la saison. Ouais. Tu sais, liné en début d'année. Mais tu sais, Suzuki, Caulfield, Slav. On a perdu Dak, on l'oublie, mais Dak, est-ce que son avenir, c'est centre de deuxième trio? Je pense pas. Non. Tu sais, il est quand même quelqu'un de très blessé. Fait que j'ai l'impression que le Canadien va devoir peut-être ajuster son plan un peu cet été en se disant, ben, on veut se donner une chance quand même d'accéder aux séries, puis pas juste se fier sur comme qu'on gagne 10 matchs en 13. Tu sais, comme faut que ce soit moins streaky. Il faut que ça soit une équipe plus stable. Ouais. Plus de constance. Ouais. Mais on le voit aussi en série, la constance, c'est important. Dès que le momentum change de côté, c'est là que ça devient dangereux. Puis pour une jeune équipe, c'est de commencer à apprivoiser aussi. Ouais. Depuis le début de la série, quand le Canadien l'avance, habituellement, le Canadien perd vite une avance dans un match. On l'a vu depuis le début des séries contre les Capitals. Souvent, c'est de l'apprentissage ça, pour les jeunes, d'apprendre à garder une avance. Ouais. On l'a vu au cours des dernières années. Ça s'est amélioré, mais ça reste encore à améliorer. Mais je pense qu'on s'en va. Le Canadien s'en va vraiment dans une bonne direction en ce moment. Il y a des choses que tu n'as pas le choix d'apprendre à la dure. Il y a des choses dans le sport, même dans la vie, mais dans le sport, que comment gérer tes émotions quand tu mènes par un but en début de troisième. Comment tu fais pour pas perdre ta concentration pour l'espace de 5 minutes. Dans le match numéro 2, c'est ça qui est arrivé. Ils menaient 1-0. Puis ils ont perdu leur concentration pour l'espace de... Tu penses qu'ils menaient 1-0? Oui, ils menaient 1-0. Puis tu sais, quelques minutes, concentration, c'est moins sharp. Puis tu te fais marquer 2 buts. Mais l'idée, c'est ça, malheureusement, c'est pas pour les partisans parce qu'on veut toujours qu'ils gagnent puis qu'on veut que ça soit parfait. Mais ces apprentissages-là vont être super, super utiles en avant. Tu sais, Lane Hutton en série, c'est pas toujours facile. Tu sais, défensivement, quelques erreurs, mais ces erreurs-là sont coûteuses. Tu sais. En série, c'est ça le problème, c'est que tu payes cash. Puis sur le premier but des Capitals dimanche, Debèche aurait dû l'arrêter, là, on est tous d'accord, mais c'est une panoplie d'erreurs. Tu sais, le turnover à ligne bleue, il y a plein de choses qui s'enchaînent, mais ça, tu apprends ça. Tu l'apprends, puis moi, je trouve que autant que c'est plate de perdre, puis c'est plate de voir des erreurs, mais ça va tellement être formateur pour les années à venir que c'est grâce à ça, je pense que les Canadiens peuvent aspirer à être une équipe élite dans les années futures. Il reste encore des outils, des joueurs à aller chercher. Par contre, moi, je suis pas prêt à dire qu'ils vont être une équipe de trophée du président. Ben, on le voit en série en ce moment. Ouais. Il manque un deuxième joueur de centre. Il manque de la robustesse un peu au sein de cette équipe-là aussi. Défensivement aussi, il manque quelques éléments encore, mais il y en a qui s'en viennent éventuellement dans l'organisation. Devant le filet, il manque des droitiers. David Rumbacker, par contre, a connu des bons moments en fin de saison. Lui, c'était un peu nébuleux avec sa blessure, mais là, il est à 100% en ce moment. Il va disputer le premier match du Rocket en série. Okay. On est très confiants. Pascal Vincent nous a mentionné qu'il y a des habiletés que David Rumbacker, ça va être un excellent joueur. Je pense que ça va être un excellent joueur. Et si Demidov continue à progresser comme ça et Rumbacker devient ce qu'on pense qu'il va devenir, ben, les deux repêchages année après année auront été des belles réussites. C'est sûr. Fait, en tout cas, je le souhaite, mais j'aimerais ça. Je pense pas qu'on va avoir la réponse, mais j'aurais été curieux d'avoir le plan du Canadien pour l'été 2025 en décembre 2024. Ah ouais. Comme quand ils se rencontraient, ils faisaient leur planning, c'était quoi? Versus ça va être quoi lorsqu'ils vont se rencontrer après cette saison, puis ils vont dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais te parler de la première vague d'avantage numérique. Tu en as parlé tout à l'heure. Ivan Demidov, depuis qu'il est sur la première vague d'avantage numérique en série, le Canadien est 4-8. Il amène de la créativité, il amène du mouvement de rondelle. Ouais. On sent que le jeu est beaucoup moins prévisible chez le Canadien. Au lieu de faire la passe à Patrick Laine qui tire sur réception, Patrick Laine qui est ennuyé par une blessure, là, on s'entend, qui l'était déjà avant que ce soit officiel. Là, on le voyait. Mais au moins, l'avantage numérique est beaucoup moins prévisible. Et quand on voit un gars comme Ivan Demidov qui change la première vague d'avantage numérique, 4-8 depuis qu'il est là, le Canadien avancé était 1-4, je crois, avec Patrick Laine. Ouais. Où est rendue l'utilité d'un gars comme Patrick Laine? Si ce n'est pas sur l'avantage numérique. Et moi, je reviens au concept de culture au sein d'une organisation. Parce qu'à 5 contre 5, Patrick Laine, pas le gars le plus travaillant. Là. Il y en a plusieurs qui vont parler de blessures dans son cas. Mais c'est pas le gars le plus travaillant non plus. Si tu ne l'utilises pas sur une première vague d'avantage numérique pour commencer la prochaine saison, est-ce que Patrick Laine va être de retour à Montréal l'année prochaine?
Moi, je serais curieux d'avoir son dossier médical. Tu sais, quand il s'est blessé, puis là, les gens vont écouter, ils vont dire on y trouve des excuses. Je suis pas en train de trouver des excuses, mais moi, il y a quelque chose qui clique pas dans ma tête. Patrick Laine, à quel âge? 28? Ah, plus jeune que ça. Je pense qu'il vient d'avoir 27. 27. ok. 26 ou 27. Quand tu regardes ses clips à Winnipeg, c'était jamais le joueur le plus rapide, mais il était pas aussi lent que maintenant. Comme, il y a quand même des limites, là. Et ça... ça m'impressionne à quel point il est là, sur la glace. Ah non, mais Puis je me dis sincèrement, quand il s'est blessé contre Toronto en match match préparatoire, tout le monde pensait que c'était fini. La saison était finie. Comme de fait, ben non, pas d'opération. On est correct. Puis il est revenu, je pense, fin le novembre. 3 décembre. Tu sais, Ouais. 3 décembre. Fait qu'on parle d'à peu près 3 mois plus tard, peut-être même un peu moins. Un peu moins même. Moins de 3 mois plus tard, il est de retour sur la glace. 2 mois et demi, mettons. Je ne crois Non. pas qu'il est à 100%. Je ne crois pas que son genou est guéri à 100%. Je vois très bien le scénario. Puis j'ai eu de l'expérience avec des joueurs qui ont des blessures puis qui rencontrent des médecins. Exact. Ou est-ce que des médecins suggèrent des procédures. Donc, chirurgie, ou on peut aller pas de chirurgie. Et si le joueur choisit pas de chirurgie, je ne crois pas que la blessure est guérie. Et je dis pas que c'est à cause de ça qu'il est aussi lent, puis qu'il travaille pas fort, puis tout. Mais si jamais ça se trouve qu'il est blessé, si je suis lui, puis si je suis le Canadien, moi je pense que j'encouragerais fortement une guérison complète, quitte à le mettre sur LTIR, Ouais. pour lui donner la meilleure chance d'aller signer un contrat qui a de l'allure dans l'entrée-saison 2026, parce qu'il lui reste un an de contrat. Un autre compte. Racheter le contrat, pour moi, oui, tu vas sauver un peu d'argent, mais après ça, tu vas quand même traîner 4 millions sur la masse en 2025, un autre 2 millions en 2026 à peu près. Exact. Alors que, c'est de la spéculation, mais juste logiquement, je comprends qu'on s'acharne sur lui, puis je comprends, mais ne pas oublier que ça blesse son genou à genou en match préparatoire, puis qu'il s'est pas fait opérer, puis qu'il est revenu moins de 3 mois après. Moi, ça me fait pas de sens dans ma tête qu'il est à 100%. Je te dis pas qu'il peut pas jouer. Il est capable de jouer au hockey, évidemment, puis tout, mais si t'as une douleur, si t'es pas à 100%, ça peut expliquer pourquoi il patine moins vite. Ça explique pas le manque d'éthique de travail. Mais ça, on le savait un peu quand on l'a acquis. C'est un pari, là. Puis on s'entend que dans l'échange, les Blue Jackets sont donnés aussi pour que le Canadien reprenne l'entièreté du salaire de Patrick Laine, qui est de 8,7 millions. Là. Mais ceci dit, même si tu décides de pas aller LTR, puis tu décides de pas le racheter, à ton point, puis le problème, c'est qu'il te nuit. C'est qu'il va te marquer des buts sur le powerplay. Il en a marqué beaucoup dans la saison. Puis moi, je maintiens à dire que tu préfères le débat que si Patrick Laine n'est pas là cette année, est-ce que le Canadien fait les séries? La réponse est non. T'sais? Fait qu'il faut pas oublier ça non plus. Il a quand même marqué des gros buts sur l'avantage numérique qui a permis aux Canadiens de gagner des matchs. Et dans la nouvelle, ils ont fait les séries par 2 points. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça. Mais c'est qu'on le voyait en série, il nuit au trio de Newhook. Newhook au centre, j'étais un des plus critiques à son égard. Et depuis qu'il joue à l'aile, depuis 2 matchs. Ouais, depuis 2 matchs. Ça fait la différence. C'est beaucoup mieux. Ouais. Et donc, Demidov, qui peut être libre aussi sur ce trio-là, avec Evans. Evans, c'est pas un deuxième centre, mais justement, c'est déjà mieux. Fait que si tu mets Laine dans le même état qu'il est là en octobre sur un trio, ben il va nuire au trio parce qu'il ne suit pas le pace. Donc, c'est sûr que tu as des grosses décisions à prendre dans son cas. Est-ce que quelqu'un peut échanger pour lui? Avec revenu de salaire, tant qu'à avoir un rachat de contrat, est-ce que tu fais... J'ai l'impression qu'aucune équipe va vouloir... Tu sais, est-ce que tu l'échanges parce que le plancher va monter aussi? Est-ce que peut-être qu'il y a un intérêt là avec une certaine retenue ou pas? Je sais pas, je spécule, mais je pense que fondamentalement, pour l'élément des jeunes, il y a un enjeu que son style de jeu n'aide pas le système et la progression des joueurs. Puis, à ton point de tantôt, je pense pas qu'il fit avec Martin Saint-Louis, là. Non. Tu sais, je dis, ça clique Mais moi, pas, c'est toute ça. une question de culture aussi. Est-ce qu'ils s'agencent bien à la culture qu'on essaie de bâtir au sein de l'organisation? Mais je pense pas qu'il y a assez d'influence sur l'équipe présentement pour changer la culture. Je pense qu'on est arrivé à un point où est-ce que la culture de travail acharné d'un Hudson, d'un Suzuki, d'un Caulfield, d'un Montembeault, d'un Matheson, il y a beaucoup, beaucoup plus de gars travaillants qu'un gars comme ça, il ressort du lot,
mais je ne crois pas qu'il va entraîner l'équipe avec lui. On l'a vu cette année, toute l'année, ça a été un peu la même chose. Puis les joueurs, ça n'a pas créé d'enjeu. Ils sont là, puis ils supportent, puis je pense qu'ils reconnaissent ce qu'il peut amener comme valeur ajoutée à l'équipe. Mais dans le cas de Demidov, parce que naturellement, si tu touches pas au premier trio, il faut que tu le mettes sur la 2, Demidov. Mettre sur le deuxième trio. Ouais. Ben, avec qui tu le fais jouer? Tu vas faire un deuxième centre. T'as pas le choix, là. C'est qui à l'aile? Si tu mets Lainé à l'aile, tu vas nuire à son développement. Voilà. Donc, non, moi, je pense que je veux pas voir un gars comme Patrick Laine au sein du même trio qui vend Demidov pour commencer la prochaine saison. je pense pas que ça fait du sens. Je pense que ça va nuire à son développement. Puis après ça, ben, il y a toute une question de construction d'équipe, là. Puis comment tu veux le faire. Mais ça se peut que ce soit un rachat de contrat, ça se peut que ce soit une transaction, ça se peut que ce soit LTIR. Je vois pas le scénario où il est sur l'équipe à 8.7 puis qu'il est des estrades comme Pezzetta toute l'année, là. Tu sais, mais... Hey, Pezzetta. Ben oui, non, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de choses passer là, concernant Michael Pezzetta, faites-le jouer dans l'alignement du Canadien, à la place d'Oliver Kapanen. On peut le mentionner, le podcast La Poire et le fromage. C'est un excellent podcast que Louis Morissette, Jean-Philippe Autier ont participé, que je participe, je dirais pas régulièrement, mais une fois de temps en temps. Et je les adore, les gars. Mais Louis dit n'importe quoi. Non, mais c'est parce que... C'est vraiment flagrant. C'est parce que Michael Pezzetta, même en séries éliminatoires, Michael Pezzetta, à quoi qu'il va servir dans la formation, comprends-tu? Ben, le gars va jouer quoi? Autant de temps de glace qu'Oliver Kapanen, mais Michael Pezzetta, c'est un joueur de 4e trio de la Ligue américaine. Il est là en ce moment parce que probablement qu'ils ont trouvé un rôle au sein dans le groupe. Là. Il y a sûrement un rôle à jouer dans le vestiaire ou peu importe. Là. Il est là, c'est une police d'assurance, mais Michael Pezzetta... J'aime mieux voir un jeune dans la formation que quelqu'un comme Pezzetta qui va jouer 5 minutes. Il y a pas de... Ça se bat pas en séries éliminatoires. Là. Michael Pezzetta, je pense pas qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Pour ceux qui n'ont pas écouté le segment auquel on fait référence, c'est qu'après le match numéro 2, il y avait le débat de là, Lainé va sortir du line-up. Qui va prendre sa place? Et moi, je disais, ça va être Kapanen de facto. Puis, Louis Morissette et son fils Justin, que j'adore tous les deux, mais Justin il a des mauvaises influences avec son père. Qu'on salue. Il me ramassait parce que je suggérais Kapanen et pas Pezzetta. et là, je me demandais s'il avait déjà vu un match canadien cette année puis s'il comprenait le hockey. Mais bon, ça, c'est un débat pour une autre fois. Pezzetta ne jouera plus jamais dans la Ligue nationale, selon moi. C'est triste à dire, mais je pense que sa carrière dans la Ligue nationale de hockey est terminée. Je ne pense pas que la game va trop vite. On en parlait hors ronde, ça va trop vite. Ça va trop vite pour Michael Pezzetta. Ça va trop vite. Je vois pas vraiment son rôle avec... Mais c'est un excellent coéquipier. Il a tout donné, il a été s'il patient. est encore là, c'est pour cette raison-là aussi. Il a été patient toute l'année. Il a presque pas joué de l'année. T'sais. Si tu calcules le nombre de minutes totaux qu'il a joué dans l'année pour le Canadien, je ne sais même pas si ça fait un match complet. Non. T'sais, non. Il y a des matchs où il jouait 3 minutes, là, Michael Pezzetta. On jouait à 11 attaquants. Je souhaite que ça continue, mais ça va être difficile dans le rôle qu'il occupe dans la Ligue nationale de hockey de rester. Mais regarde, je pense que... Mais je préfère voir un jeune dans la formation comme Kapanen qui apprend cette expérience-là en séries éliminatoires que voir un gars comme Michael Pezzetta qui sera pas de retour. Exact. Fait que... Non, je pense qu'il y a définitivement des belles choses à apprendre du Canadien. Puis je pense que la décision, le fait de mettre Demidov sans Lainé aide beaucoup aussi là, sur le deuxième trio. Mais une chose demeure. L'année prochaine, il te manque quand même ton deuxième joueur de centre. Ouais. Puis c'est pas... Je suis désolé, mais pour moi, c'est pas Kirby Dach qui va prendre cette place-là puis qui va se racheter d'une saison qui a été désastreuse pour lui. À mon avis, Demidov sera là. Tu dois trouver ton deuxième joueur de centre et après ça, on verra ce sera qui l'ailier qui jouera avec les deux. Je déteste pas Newhook nécessairement. Newhook, c'est un gars qui est tellement rapide mais qui n'est pas capable de marquer, on s'entend. Là. Mais tu sais, il amène une rapidité au sein d'un trio. Je suis pas un gars que je déteste tant que ça. T'sais. Partons du bas. 4e centre, Jake Evans. Ouais. 3e centre, tu signes-tu Dvorak? Oh. Là, tu parles à un grand fan de Dvorak ici. Là. Je fais des blagues un peu, mais... Non, mais il joue du bon hockey depuis 30 matchs. Ça dépend à quel prix, je te dirais. Ça dépend à quel prix. Dans le rôle qu'il occupe... Je pense qu'il va demander trop cher de Dvorak. J'ai hâte de voir. C'est sûr que si tu demandes trop cher, mais il faut que tu remplaces le 3e. Parce que, est-ce que Newhook est une option en 3e centre? C'est là que le Canadien va faire son évaluation. Non, mais je pense que peut-être que Kirby Dach peut être ton 3e joueur de centre. Moi, je pense que tu peux pas te fier sur lui. L'état de santé, tu peux pas te fier sur lui. Tu sais, à un moment donné, tu bâtis... Faut que tu... Mais tu vas avoir de la relève, peut-être éventuellement. Peut-être un Owen Beck qui peut prendre la relève si Kirby Dach se blesse. Il y a quand même des jeunes qui posent dans la Ligue américaine. Mais c'est pas mauvais d'avoir des vétérans.
Non, t'as T'sais- besoin. Surtout que le Canadien, comme tu l'as dit tantôt, a été épargné toute la saison côté blessure. Là. Beaucoup. Puis Là. c'est sûr que Devorak, s'il demande 6 millions par année, ça marchera pas, là, mais comme selon ce qu'il va demander, si le prix fait du sens. Hey, on parle de ramener Christian Dvorak. Aurais-tu cru ça possible au début de l'année? Mais c'est parce que je parle beaucoup de ça, puis il y en a plein qui sont pas d'accord avec moi. Ah là. non, je le sais, mais, je mais, comprends. mais c'est correct. Parce que je suis loin d'avoir toujours les bonnes réponses, loin d'être là. Mais c'est juste que j'aime beaucoup les joueurs qui comprennent leur rôle. Ouais. Et qui jouent bien leur rôle. Puis Devorak, c'est un gars qui prend des bonnes mises au jeu. Que le coach a confiance pour des mises au jeu. Il est très bon sur les mises en jeu. Joue bien défensivement. Fait pas beaucoup d'erreurs. Je trouve pas que c'est un gars qui va t'en marquer 30 par année. Mais regarde, en série, il en a marqué 2 jusqu'à date. Il a une bonne fin de saison. Il a été capable d'élever son jeu d'un cran quand ça comptait. Chose qu'on n'a jamais eu à voir Devorak faire parce que depuis qu'on a Devorak dans l'équipe a toujours été mauvaise. Ouais. Fait qu'on n'a jamais pu le voir dans des moments importants. Mais c'est drôle, quand c'est important, son jeu lève d'un cran. Anderson va bien. Gallagher, on dirait qu'il a pris... Ah, mais ce trio-là, c'est le deuxième trio du Canadien en ce moment. Bon, mais on peut pas dire après ça que Devorak il est pour rien, là. Fait que si t'as trouvé quelqu'un qui remplit bien ce rôle-là, pourquoi changer ça? À part si le prix fait pas de sens, si d'autres équipes vont sûrement voir ce qu'on parle ici, puis peut-être d'autres équipes qui vont arriver plus agressifs avec une offre de contrat en disant « Hey, nous on le prendrait pour X prix, puis on pense que tu peux jouer ça à 2, on pense que tu peux venir nous aider, puis que là, le Canadien sera peut-être pas dans le coup. » Ok, t'as le choix de ramener un troisième joueur de centre comme Christian Dvorak ou de ramener un Yoel Armia qui joue blessé en ce moment, on le voit, là, qui n'est pas à 100%, là, qui n'est pas le Yoel Armia du début de saison, qui n'est pas à 100% en ce moment. Tu ramènes lequel des deux? Devorak. Il joue au centre, il va être utile dans la mise en jeu. Je trouve que Armia, puis j'aille pas Armia, hein, je trouve qu'il y a un rôle aussi. Mais tu pourras le remplacer plus facilement via transaction ou joueur autonome qu'un Devorak. Puis il y en a, là, il faudrait sortir la liste des agents libres qu'il y a. Puis je suis pas mal sûr que si Devorak s'en va, le Canadien va réussir à le remplacer. À moins qu'il décide de mettre Newhook troisième centre. Puis ça va être un choix. Mais Newhook en mise en jeu, il y a de la misère. Non, c'est horrible. OK? Fait que t'as besoin de ça. Regarde la série Sénateur-Leafs, là, pour ceux qui regardent, le nombre de matchs que les Sénateurs ont perdu à cause de mise en jeu perdues dans leur zone. Fait que moi, je le garderais. Je pense que ça vient ajouter de l'expérience, ça solidifie un trio, puis tu peux mettre ton focus sur le deuxième. OK, mettons que tu gardes Christian Dvorak, tu as le même trio l'an prochain. Gallagher, Dvorak, Anderson. Oui. Dvorak, genre de voir, il va demander combien. Il vient d'avoir 29 ans, gagnait 4,4 millions de dollars, je crois, dans son dernier contrat. Genre de voir c'est combien qu'il va demander. La masse salariale, on le rappelle, augmente la saison prochaine et dans les prochaines années. Oui. Pour moi, ça dépend du prix. Ça dépend, ça coûte combien, évidemment, pour toi aussi. Oui. Par la suite, ton deuxième trio. En fait, ton premier trio, on est-tu d'accord pour dire que Demidov commence théoriquement sur la deuxième ligne? Oui, je pense que tu touches pas à la première. Ouais. Deuxième ligne. Oui. Demidov. Oui. Ton deuxième joueur de centre que tu dois aller chercher. Tu complètes ça avec qui? Alex Newhook? Oui. Pour commencer la saison, oui. Parce que je pense que Newhook, j'ai été tough à son égard. J'aimais pas comment il joue au centre. Puis je trouve qu'il manque de finish. Mais il y a beaucoup de vitesse. Et avec cette vitesse-là, dans un rôle comme ailier, si tu as le bon joueur de centre pour alimenter, je pense qu'il peut créer des occasions. Je pense qu'il peut créer des opportunités pour un Demidov. Puis il va amener du pace au jeu. Je pense que Demidov a besoin de joueurs qui vont amener du pace, qui vont être plus rapides, ça va être efficace. Puis tu as besoin d'un deuxième centre qui a de jouer avec ça. Pour moi, ça va être... Tu commences avec ça et tu vois. Et tu vois par après. Parce que Doug va revenir de blessure. Puis ça, on sait pas quand. Tu dois trouver une place à Kirby Dach dans l'alignement quand même. Ouais, mais pour commencer l'année, tu sais pas comment ça va aller avec les blessures et tout. Puis tu vas pas devoir presser le retour de Kirby Dach. Dans un monde idéal, là, tous les trios vont bien, puis Kirby Dach revient, est en santé, est en pleine forme, puis comme le Canadien est en top 2, top 3 dans leur division, puis comme, hey Kirby, on va t'intégrer tranquillement, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais les chances que tout le monde soit en santé toute la saison sont presque zéro.
Fait que tu vas avoir des opportunités qui vont s'ouvrir, tu vas avoir des postes. Mais je pense pas que tu peux dire hey, on fera rien puis on va attendre que Kirby revienne de sa blessure. Parce qu'il n'a pas prouvé qu'il était capable de rester en santé toute l'année de toute manière. Fait que, arrivé au mois d'avril, si tu te fies sur Kirby Dach en série, tant mieux si oui, mais je sais pas. Ton quatrième trio est formé de Heinemann, Evans et... Parce que là, Kirby Dach n'est pas dans la formation en ce moment. Là. Non, pas pour commencer l'année. Ben, c'est qui qu'on a comme jeune? Parce que tu Kapanen, ça pourrait être Kapanen, ça pourrait être... Est-ce qu'un gars comme Florian Jacquet va avoir une shot pour un quatrième trio? Je pense qu'il va commencer... Tout va dépendre du Arbor monte-tu à l'attaque? Non. Tu penses que c'est mort, ce plan-là? Ça, c'est mort. Mais je pense que l'an prochain, avec la retraite de Savard, ça va se ressembler beaucoup à ce que c'est en ce moment en séries éliminatoires. Puis ta troisième paire, même que la troisième paire, j'ai hâte de voir, parce qu'il va y avoir des mouvements cet été, là, parce que tu as trop de défenseurs gauchers. Là. Et pour moi, je crois, puis ça c'est ma carte cachée, là, je crois que Rambacker va commencer la saison à Montréal. Ouais, moi je pense que oui aussi. Alors, c'est-à-dire que sur ta troisième paire, tu as Jacquet ou Jalen Struble. Il y en a un des deux qui devient ton 7e défenseur. Parce que tu mettrais quoi? Goulet avec Hudson? Ben, je pense que pour l'instant, on va peut-être faire ça là, pour pouvoir garder les mêmes paires qu'on a en ce moment en série, mais tout peut changer super vite. Mais mettons, Goulet Hudson, tu mettrais Matheson, Reinbacker. Madison, Carrier. Matheson, Carrier, puis tu mettrais... Jacquet ou Struble avec Reinbacker. Ok, ouais. Je pense que ça va être ça. Ça va ressembler à ça pour commencer la saison en défense. Là. Dépendamment s'il y a une transaction ou il n'y a pas de transaction, mais je pense que Kent Hughes a 2 choix de première ronde cette année. J'ai même... Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup d'actifs pour faire des transactions, pour échanger puis aller chercher des éléments. Là. Ça se peut très bien qu'il sacrifie quelques jeunes joueurs, notamment un défenseur gaucher. Là. Oh oui, il va bouger. Jacquet va intéresser bien des équipes. Je te dis pas qu'on va se départir d'Herbert Jacquet. Mais il intéresse beaucoup d'équipes. Je pense qu'il faut juste être logique dans le choix. Il y a vraiment... Mais c'est une belle position, ouais, tu sais. On est en train de parler du Canadien, puis on est en train de manquer de place où mettre certains joueurs. Et moi, je pense que l'avantage qu'on va avoir avec un gars comme Dak, c'est qu'il va pas être prêt avant, je pense, novembre-décembre. Ça te laisse le temps de voir comment l'équipe va évoluer. Et si le Canada va chercher un deuxième centre, puis que tu as Demidov et Newhook, puis Newhook à voir qu'est-ce qui va arriver. Mais nécessairement, dans l'année, il va y avoir des blessures, il va y avoir du mouvement. Ryan Backer, moi aussi, je pense, va commencer l'année à Montréal. Dans les buts, tu vas avoir Montembeault et à voir qui sera le backup, là. Ouais. Aussi. Parce que ça aussi, quand tu y penses, comme... C'est-tu Dobèche ton backup? Ou tu dis, je veux un autre backup, mais c'est un autre backup? Je pense que ça va être Dobèche. Dobèche va commencer comme deuxième gardien de but. Je pense que Fowler va avoir le filet à lui tout seul dans la Ligue américaine. Puis Primo s'en va? Primo s'en va. Parce que Primo est en dernière année de contrat, je crois. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais... Je pense que c'est l'avenue qu'on va aller dans cette avenue-là pour les Canadiens. Ouais. Mais en même temps, pas pour... Tu sais, Dobèche en série cette année, tu sais, le match numéro 4, ça n'a pas été fameux. Ouais. Fait que t'as besoin que Fowler goal à Laval pour se développer, pour qu'il soit ton... Il faut que ce soit ton numéro 1 dès l'an prochain, c'est ça. C'est sûr que c'est ça l'entente avec Jacob Fowler. Moi, je pense que la question, c'est plus, est-ce que c'est Dobèche ton backup ou est-ce que c'est Primo? Moi, je pense que Primo, ça va être difficile qu'il revienne à Montréal avec la début de saison qu'il a connue. Fait que, de facto, Dobèche, mais je trouve ça inquiétant dans les buts parce que ta profondeur, là, faut qu'il prenne une coche, là. C'est pas facile, là, cette année. Puis il développe, il est jeune. Il était bon au début. Il a eu un bon début, c'était vraiment, vraiment bien. Puis il est capable de faire des gros arrêts, puis il y a des moments, t'es comme, ouf, c'est le premier but des Caps, ce dimanche, là. Je croyais à NHL, là. Oh non, je le sais. Rookie mode, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, je veux dire, la POC t'est arrivée. La rondelle était libre. J'ai la POC de bêche. J'ai la rondelle, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la même réaction. Mais, tu sais, c'est stressant à sa place. Moi, quand il rentrait dans le match numéro 3, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, à sa place, je capoterais en ce moment. Je capoterais. Hey, c'était un match de fou, en plus. Puis il a réussi, il a bien fait, tu sais, il a pas... Non. Tu sais, le but de Ovechkin, c'était un beau but, mais après ça, il a fermé la porte, puis... Voyons voir comment il va finir la série, là. Tu sais, si demain, il fait un blanchissage contre les Capitals, tout le monde va capoter, puis le match numéro 6, il revient, puis ça va être beau. Je vais quand même te dire que je ne serais pas surpris si le Canadien décide de laisser partir Pezzetta, évidemment, ça c'est sûr. Dvorak et Armia. Je serais pas surpris que le Canadien décide de laisser partir les trois. Moi non plus. Dans l'optique où est-ce qu'ils pensent qu'ils ont quelque chose à l'interne pour prendre la place à Dvorak. Puis aussi,
à ne pas sous-estimer. On parle du contrat de Dvorak. Je crois, puis je me trompe peut-être, mais si le Canadien fait une transaction pour un deuxième centre, ils vont le faire avant la période des agents libres. Je pense que ce move-là va se faire... Ah non, c'est un échange repêchage. C'est ça. Et donc, selon qui tu vas chercher et combien ce joueur-là te coûte, est-ce que tu as de la place sur la masse pour un Dvorak? Parce que, hypothétiquement, tu vas chercher un deuxième centre qui est très bon dans les mises en jeu. Ouais. Ben, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que est-ce que tu te dis, on va mettre Newhook troisième centre, puis on va rouler avec ça? Peut-être, c'est dur, puis ça va être les experts hockey qui vont prendre cette décision-là, c'est pas moi. C'est pas toi, on va les laisser aller. Mais je pense vraiment que tout va dépendre de c'est quoi le contrat que tu vas aller chercher. Je vais nous garder le segment parce qu'on est déjà rendu à 40 minutes environ. Ouais. Je vais avoir le temps de faire le quiz. Je vais garder le segment signera ou signera pas pour la semaine prochaine. Ouais. On en a jasé un peu, Christian Dvorak, Yoel Armia, mais là, la semaine prochaine, on saura le résultat de la première ronde de série, si le Canadien est éliminé ou non. Il y aura les bilans de fin de saison. Il y aura... Je pense qu'on va vraiment être dans le moule pour répondre au segment signera ou signera pas, que j'aime quand même et que j'ai hâte de faire avec toi concernant puis on va les le faire, les puis contrats. je serais curieux qu'on le fasse, puis qu'on compare avec ce qui va vraiment arriver dans 2 mois. On fera ça. Oui. On fera ça. Oui. Voir si on est dans le champ. Oui. Si on a... Puis on peut faire du tampering aussi. J'aimerais ça qu'on cible qui ferait du sens comme deuxième centre du Ah, on Canadien. fera ça. Ah, j'aime ça. Dès que la saison est finie, on fait ça. Ouais, parfait. Fait que dans 1 mois et demi, Dans un mois. Faut y croire. Ouais, on y croit. faut y croire. C'est pas fini. Non, mais tantôt, tu parlais des Faut que le podcast sorte aujourd'hui. Ouais, Jake, faut que le podcast sorte parce que je veux pas que ça soit un complètement déconnecté, OK? Non, mais le Canadien, déficit de 3-1, on l'a fait contre les Maple Leafs de Toronto en COVID. On l'a fait contre les Capitals de Washington. Contre Pittsburgh. Contre Pittsburgh. C'est déjà arrivé. Contre Boston dans les années 2000. Ouais. C'est déjà arrivé, là. C'est jamais fini. Puis il y a quand même encore quelques joueurs qui ont vécu la remontée d'un 3 là, en 2021. Le Caulfield, Suzuki. Un match à la fois. Si tu vas voler le match à Washington, ouais. tu sais, tu les forces de reprendre l'avion, revenir à Montréal avec une aréna gonflée à bloc, mais faut que Dobesch sorte un peu de magie, là. Ouais, parce que là, au moment où on se parle, on ignore si Carrier et Montembeault seront de la formation. Pauvre Carrier. Un guerrier pareil. Là. Ah, écoute. Sérieux, là, Alex Il a Carrier. tout donné. C'était le meilleur défenseur, à mon avis, du Canadien dans les 3 premiers matchs de la série. Il a tout donné. Et, Quelle acquisition, pareil. Quel vol. Moi, belle vision de cibler le scouting. Tu sais, on parle pas beaucoup, mais de dire, hey, un gars comme Alex Carrier peut nous aider, puis on va aller le chercher. Défenseur quand même ciblé, là, droitier. tu sais. Ouais. Mais... Pense à ça. Avant, le seul défenseur droitier dans ta formation qui avait de l'allure, c'était David Savard. Ouais. Là, t'as Carrier, le Savard s'en va, tu vas avoir Ryan Mais Backer. tu vas avoir Ryan Backer qui s'en vient. Ouais. Ça prend un défenseur droitier. Pas le choix. OK, allons-y avec le quiz que j'ai préparé il y a quelques semaines déjà, mais on a été chargé dans les dernières semaines. On n'a pas eu le temps de faire le quiz nécessairement, mais je m'étais inspiré de l'excellente saison recrue de Lane Hutson. Oui, c'est bon. Et c'est un quiz sur les meilleures saisons recrues dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je crois que ça va de plus facile à plus difficile bon. encore. Question numéro 1. En tout, il y a 6 questions. OK. Vous nous direz dans les commentaires, vous avez eu combien dans le quiz. Je suis le joueur qui a connu la meilleure saison recrue de l'histoire de la Ligue nationale avec 132 points et 76 buts. Qui suis-je? Je suis le joueur qui a connu la meilleure saison recrue de l'histoire de la LNH avec 132 points et 76 buts. Y a-tu un choix de réponse ou non? Non? OK. Attends, je peux te nommer un indice. Parce que j'ai quelques noms en tête. Veux-tu que je te donne l'équipe? Ben, en je vais dire un nom. Je vais dire un nom. OK. Puis, peut-être je me trompe, mais Teemu Selanne. Bonne réponse. OK. Ça sera jamais battu comme record, je pense, de Ouais. saison recrue. Ouais. 76 buts. Ouais. 132 points en 84 matchs avec Winnipeg, les Jets non? de Winnipeg en 92-93. OK, deuxième question. Lane Hutson a terminé la saison à 60 passes. Ouais. Il égalait le record du plus de passes lors d'une saison recrue pour un défenseur avec 60 passes. Qui a-t-il égalisé?
Avec le record du Canadien ou le record de la Ligue? Le record de la Ligue. Avec sa 60e passe en saison régulière, il a égalé un record détenu par un autre défenseur. Ouais. Qui était ce défenseur? Tu sais, Larry Murphy? Bonne réponse. 76 points Larry Murphy cette année-là. Avec 60 passes. Je vais retourner voir. Je suis quand même curieux de savoir. Lane Hutton a fini avec 60 passes pile. Et ouais, 70 points. Oui. 6 buts, 60 passes. Et 5 mentions d'aide. Il a battu le record depuis le début des séries éliminatoires. Si on prend le record et on dit saison plus série, Ouais. c'est lui qui a le record. Mais si on prend uniquement la saison régulière, il a égalé le record de Larry Murphy. Lane Hutton a battu la marque d'un autre défenseur recru du Canadien pour le plus de passes lors de sa saison recrue. Ouais. De qui s'agit-il? Chris Chelios. En 84-85 avec 55 passes, 64 points. Hudson a finalement fini l'année à 66 points. Alors a battu la saison recrue de Chris Chelios en 84-85. Question numéro 4, un peu plus difficile. Malgré ma récolte de 102 points lors de ma saison recrue, je n'ai pas mis la main sur le trophée Calder. Ça ne m'a pas empêché de connaître une carrière digne de mention, ou de connaître une carrière digne de mention, avec 3 coupes Stanley à mon actif. Qui suis-je? Malgré ma récolte de 102 points lors de ma saison recrue, je n'ai pas mis la main sur le trophée Calder. Ça ne m'empêche pas de connaître une carrière digne de mention avec 3 coupes Stanley à mon actif. 3 coupes. C'est vrai que c'est vague. 3 coupes. Écoute, c'est pas beaucoup de gars. Je peux qui pas ont te gagné donner 3 l'année. coupes. Mais 3 coupes Stanley, dont 2 collées. 102 points à sa saison recrue. Il n'a pas remporté le trophée Calder. Yaguerre? Non. Non? Je me suis dit peut-être avec C'est difficile, hein? Malkin? Non. T'es dedans, là. Je suis dedans, là. Hein? T'es Je suis dedans, pas- là. Je suis pas... Pas Crosby. Crosby. Hein? Ovechkin avait remporté le trophée Calder. Ah, ben Rappelle-toi, oui. il y avait eu un lockout l'année précédente. Alors, Ovechkin et Crosby ont eu la même Ah, ok. première saison, la même année dans la Ligue nationale de hockey. Et Ovechkin avait mis la main sur le trophée Ah, Calder ouais. devant Sidney Crosby. Ok. Pas facile, celle-là, quand même, La hein? bonne équipe. Non, mais tu t'approchais, là. Ouais, ouais. OK, question numéro 5. Il en reste 2. T'es bon à date, toi? Ah, 3 en c'est pas 4. si pire, pas si pire. J'ai disputé mon année recrue à 24 ans dans la Ligue nationale. Ça m'a permis de connaître la deuxième récolte la plus fructueuse pour un joueur recru avec 109 points en 77 matchs dans les années 80. J'ai joué pour 3 organisations. Qui suis-je? Si tu as besoin d'un indice, je vais te donner un indice. J'ai disputé mon année recrue à 24 ans dans la LNH. Ça m'a permis de connaître la deuxième récolte la plus fructueuse pour un joueur recru avec 109 points en 77 matchs dans les années 80. J'ai joué pour 3 organisations. Je vais lancer un nom. Puis ça se peut que je sois vraiment dans le champ, là. Pat Lafontaine? Non. Ok. J'ai joué notamment pour les Blues, Ok. les Devils et les Nordiques. J'ai débuté ma carrière avec les Nordiques. J'ai débuté ma carrière avec les Nordiques. J'ai joué pour les Blues. Puis pour les Devils. Mon arrivée a fait énormément réagir en 1980-1981. Stachny? Stachny. Peter Stachny. 39 buts, 70 passes, 109 points en 77 matchs, année recrue avec les Nordiques de Québec. Ok. Ben, dans les années 80, c'était difficile parce que c'est vraiment début 80. Là. On s'entend. Là. Ouais. Elle était vraiment pas facile, celle-là. Non. Vraiment, vraiment pas facile. OK, je termine avec une petite dernière. J'ai été le premier joueur de 2 dans l'histoire de ma franchise à gagner le trophée Calder. Il y a 2 joueurs dans l'histoire de cette franchise qui ont remporté le trophée Calder. Il a été le premier des 2. À l'époque, j'avais cumulé 103 points, 45 buts, après avoir été sélectionné premier au total par ma formation lors du repêchage. Qui suis-je? On a-tu dit l'année? Non? Je vais te donner l'année. Je vais aller voir ça parce que je trouve ça difficile. Mais moi, je me dis, j'ai été audacieux. Là. En 81-82, qui ont suivi l'année recrue de Peter Stachny. 81-82. Premier choix au total. 2 joueurs de mon organisation avoir remporté le trophée Calder. Il y a 2 joueurs dans l'histoire de cette franchise qui ont remporté le trophée Calder. 81-82. Je vais te donner l'équipe s'il y a de quoi. Ouais, vas-y donc l'équipe. Les Jets de Winnipeg.
Ben, Jets de Winnipeg, début 80, là, ça Parce que m'aide pas bien. Teemu Selanne l'a remporté. Ouais, Putain. Teemu Selanne l'a remporté, mais écoute, j'ai la misère à dire c'était qui les bons joueurs des Jets dans les années 80. Ah non, c'est très difficile. Là. Euh, 1409 points en 1188 matchs dans la Ligue nationale. Je suis un joueur de centre. c'est pas Keith Tkachuk. Il y avait qui dans cette formation-là? C'était vieux, là. Et je connais pas grand monde dans l'équipe, on va te dire franchement. Là. Brad Hall? Bobby Hall? Non? Elle est très difficile, C'est qui? pas vrai. Dale Hawerchuk, Ah! en 81. Ça, je l'aurais pas su. Je sais c'est qui Dale Hawerchuk, mais... Mais non, moi non plus. Quand j'ai... Je réalise que mes Ouais. questions étaient quand même difficiles. C'était bon, c'est bon. Tu l'avais pris. J'en ai 3 sur 6, pas si pire. Non, c'est très bon. Ben, je te l'ai donné. Je te le donnerai sur Sidney Crosby. On s'entend d'être dans la bonne équipe. Là. Ouais, non, mais ça reste Pas que... bon, C'est ouais. juste que c'est vraiment une bonne question parce que tu penses... Jamais tu penses... Les années 80, moi, je les ai pas vécues, tu comprends? Non, Je trouve ça c'est difficile ça. de répondre aux questions des années Ouais, 80. moi non plus. Puis on a vu beaucoup les défenseurs en lien avec Lane Hudson. On voyait Ouais. tout le temps les Ouais, tableaux c'est de ça. joueurs qu'il pouvait dépasser et tout ça. Teemu Selanne, sa saison recrue, on sentait ouais. qu'elle avait été extraordinaire. Ouais. Pour ces questions-là, c'est un peu plus facile. Puis j'aurais peut-être dû donner un peu plus d'indices Ben pour non, les questions c'était bon, 4, c'était 5 bon. et 6, mais Il y en a qui vont l'avoir 6 sur 6, hein? Il y en a qui vont l'avoir 6 il y en a sur qui sont bons pour ça. Ah, là. ouais. Ah ouais, je sais. Un gros merci, Merci, pour, FX. pour cette semaine. Puis regarde, en date de mardi, on espère une victoire du Canadien mercredi, Oui. vendredi, dimanche. On Ouais. va en prendre 3 pour que le Canadien passe en deuxième ronde. Mais tu sais quoi, si le Canadien passe en deuxième ronde, je suis confiant contre les Devils ou contre les Hurricanes à Caroline. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce Mais côté du tableau est plus facile que l'autre côté. le match le plus tough, je pense, de cette remontée-là va être le match numéro 5. Voilà. Un match 6 à Montréal, il va être le fun. Puis le match numéro 7, Puis si tu te prends en 7, tu crées le doute. Ça se fait. ça se fait. Ça se fait, faut y croire. Faut juste que la chance tombe de notre bord un peu, il faut que les gars y croient, mais ils ont le bon coach pour ça. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour Ouais, un autre épisode, l'épisode numéro 9. Et on saura à ce moment-là si le Canadien est en deuxième ronde ou éliminé des c'est séries ça. éliminatoires. Exactement. Yes. Sinon, on sera à l'heure du bilan, Sacha. Ouais, le bilan, ça va être le fun. Belle année. Ça va être par le fun. contre. Un Yes. gros merci à toi. Ouais, merci, FX. Merci tout le monde. Merci. Les compteurs avec Sacha Gavani.